France Inter qui ont commenté cette actualité et qui ont parlé de ce livre. Je trouve que c'est très intéressant qu'on prenne du temps pour d'abord reparler de la Syrie, parce que ces dernières semaines, l'actualité a été tellement dense sur d'autres sujets de la région qu'on a eu tendance à moins parler de la Syrie. Donc je pense que c'est une très bonne occasion pour ne pas oublier ce qui se passe, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses tous les jours, même si les médias, en tous les cas français, n'en parlent plus toujours autant. Et surtout, je suis ravie qu'on puisse parler de ce livre, Dans la tête de Bachar el-Assad, donc, qui a été édité par Actes Sud et Solin, puisque c'est un livre que j'ai trouvé, moi, alors que je suis quand même pas mal cette actualité syrienne, que j'ai lu beaucoup d'ouvrages, et je trouve que ce livre est absolument intéressant, et la démarche qui a été adoptée par les trois auteurs est une démarche que j'ai trouvée originale, et qui permet de reparler évidemment de ce qui se passe en Syrie, mais sur le temps long, et c'est vrai que ça a l'air d'être une palissade, mais de revenir quand même toujours à l'histoire, à la façon dont les choses se sont déroulées, ça apporte énormément à la compréhension de ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est vrai que le titre de cette collection, Dans la tête d'eux, et je trouve est une façon aussi intéressante de se plonger dans l'histoire de la Syrie, avec trois observateurs, analystes, connaisseurs, et donc qui permettent, dans la lecture de ce livre, d'apporter des éléments que l'on n'a pas vus autrement, qu'on n'a pas lus par ailleurs. Et j'insiste vraiment sur la démarche qui a été la démarche de ces trois auteurs pour nous donner à lire cet ouvrage que je trouve très, très intéressant, et avec en plus un avantage, c'est qu'il se lit très bien. Je veux dire, il est agréable à lire, il se lit facilement, et ça c'est aussi un avantage pour ceux qui n'ont pas forcément envie de lire des bouquins de 500 pages avec 10 000 notes de bas de page à chaque fois. Ça permet de le lire, et j'avoue que je vais le conseiller vivement à mes étudiants, parce que je trouve que c'est un ouvrage qui est vraiment, de ce point de vue-là, aussi très pédagogique. Hein, non seulement la démarche est originale, mais je trouve que la façon de l'écrire est très pédagogique, et donc ça c'est un atout, et c'est à mon avis en tous les cas d'un grand intérêt. Alors je vais laisser la parole à chacun des trois auteurs. Chacun d'entre vous, vous allez me dire, vous allez nous expliquer justement quelle a été cette démarche, cette originalité, et ce que chacun d'entre vous avait envie d'en dire pendant 5-6 minutes chacun. Et puis après, j'engagerai un débat avec eux avant de vous laisser évidemment la parole, puisqu'il s'agit aussi d'un débat avec la salle. Donc j'ai tout de suite passé la parole à Pao. Bonjour. Ce livre, comme l'a dit Agnès, fait partie de cette collection qui s'intitule Dans la tête d'eux, et dans laquelle on a eu de beaux livres sur Poutine, sur Xi, le chinois, sur Erdogan, sur Marie Le Pen, etc. Et dans la tête d'eux, il faut dire que ce n'est pas une démarche psychologique, évidemment. Nos prédécesseurs dans cette collection ont cherché quels étaient les fondements idéologiques, doctrinaires des personnages qu'ils ont étudiés. Poutine dans la pensée russe contre-révolutionnaire, Erdogan dans cette synthèse entre islam politique, nostalgie ottomane et nationalisme turc, etc. Alors, pour nous, pour Bachar el-Assad, on est parti d'une constatation, c'est que ce qu'il y a dans la tête de Bachar el-Assad, c'est ce que disent ses partisans, ce qu'ils scandent à longueur de journée, Assad pour l'éternité. Essentiellement, c'est la volonté de rester éternellement au pouvoir. Bachar el-Assad a hérité un système, tout un système de son père, un système bien huilé, mis en place pendant 30 ans, avec beaucoup de maîtrise et de cynisme, et qui a permis donc à Hafez al-Assad de rester au pouvoir 30 ans, de le passer à son fils, qui est là maintenant depuis 18 ans, 48 ans, ce qui fait plus que Staline et Hitler réunis. Et pour comprendre ce phénomène, nous avons commencé par voir quel est le noyau central du pouvoir. Le noyau central est assurément familial, clanique et sectaire. Familial, ancré dans l'esprit de corps d'une région de la Syrie, la région alaouite, et il fallait vraiment montrer ce que c'est, c'est-à-dire comment cet esprit de corps
comment on a construit la principale base du régime, qui est une base répressive, une base militaire et de sécurité, comment elle a été fondée sur, sur un principe clanique et sectaire. Ce principe-là a prévalu du temps de Hafez Assad et durant la période de transition de Hafez à Bachar, c'est-à-dire notamment après la mort accidentelle de Bassel, le fils aîné, et la décision de passer le pouvoir à Bachar. Comment la vieille garde s'est comportée, comment Bachar a essayé de constituer une nouvelle garde. Mais en même temps, aucun régime dans le monde n'est fondé uniquement sur la répression. Donc il fallait voir quels étaient les réseaux d'allégeance qui font que si le noyau central du régime est alawite, mais le régime lui-même n'est pas alawite. Le régime lui-même est beaucoup plus large, et puisqu'il englobe, il quadrille l'ensemble de la société syrienne avec ses réseaux d'allégeance qui touchent à l'ensemble des communautés, y compris la communauté majoritaire, entre guillemets, qui est la communauté sunnite. Quels sont ces réseaux d'allégeance? D'abord, bien entendu, il y a le parti Baas, mais un parti qui n'avait plus rien avec l'image qu'on a du parti Baas à ses origines. C'est-à-dire que c'est un parti où les mots d'ordre traditionnels qui sont liberté, unité, socialisme, et qui sont par lesquels se gargarisent les adhérents du parti, ne signifient plus rien pour eux-mêmes, et qui sont en contradiction flagrante avec toute la démarche du régime. Qui peut croire dans le parti Baas à ce mot d'ordre d'une nation arabe indivise, à la mission éternelle, etc. Or, ce sont ces mots d'ordre qui sont inculqués quotidiennement à la population par un système extrêmement vaste, un réseau très vaste qui va de l'enfance à travers ce qu'on appelle les Tala'i al-Bas, les avant-gardes du Bas, dès l'école primaire, et qui passe par les Shabib et-Sawra, les jeunes de la Révolution, un peu plus tard, puis de l'Union des étudiants syriens à l'université, et puis qui touche toutes les catégories socio-professionnelles. Ce qu'on appelle les organisations populaires et qui sont coiffées par le parti sont l'Union des ouvriers, l'Union des paysans, l'Union des femmes, etc. Et toutes les catégories socio-professionnelles, c'est-à-dire les syndicats, entre guillemets, parce que ce ne sont pas de vrais syndicats, les syndicats des ingénieurs, des médecins, des pharmaciens, etc., qui sont toujours coiffés et dirigés par quelqu'un du parti Baas. Quadrillage, donc, systématique de la population par le parti et par ses organisations populaires, inculcation idéologique, où, à la place donc de ces mots d'ordre, sont venus de nouveaux mots d'ordre, ce que les enfants aussi dans les écoles répètent chaque jour, notre dirigeant pour l'éternité est Hafez Assad ou Bachar al-Assad. Le même parti Baas a formé autour de lui ce qu'on appelle le parti Baas. Dans la constitution de 1973, il était bien indiqué qu'il dirige l'État et la société. Et de même, il est dit dans la constitution qu'il a autour de lui un front national progressiste formé par un ensemble de groupes, en fait de groupuscules, qui n'existent pas réellement, qui sont nés de scissions d'anciens partis nationalistes en Syrie, nassériens, bassistes et autres, et qui sont censés être des faux témoins, disons, d'un certain pluralisme politique dans le pays. Vous remarquerez que ce fonctionnement avec un parti dirigeant et un Front National progressiste et des organisations populaires comme ça est calqué sur le système qui prévalait dans les anciennes démocraties populaires, entre guillemets, en Europe de l'Est, jusqu'à la chute du mur de Berlin. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi le réseau économique. Le réseau économique est né dès le début de la prise du pouvoir par Hafez Assad, la petite ouverture économique qu'il a annoncée et qu'il a conduit, à une sorte d'alliance entre une partie de l'ancienne bourgeoisie syrienne et la nouvelle bourgeoisie qui est née sous l'aile protectrice de l'État,
Donc une bourgeoisie bureaucratique composée des sommités de l'appareil de répression de l'armée et de la bureaucratie, et qui s'est enrichie dans les années 80, 90, par le trafic, par plein d'opérations illégales, et en utilisant cette partie de l'ancienne bourgeoisie comme paravent souvent. Mais après la prise du pouvoir de Bachar, sa décision de modernisation, de son slogan de modernisation et de développement, a été en fait une ouverture néolibérale, une pratique néolibérale, un capitalisme sauvage qui a abouti à l'osmose, à une véritable osmose entre l'ancienne bourgeoisie et la nouvelle, et qui a amené à des dérives extraordinaires, comme vous le savez. D'abord, en creusant le fossé entre les riches et les pauvres, à un niveau jamais vu auparavant en Syrie, a conduit à baisser ou même à supprimer les subventions qui étaient données essentiellement aux paysans pendant une longue période et qui ont abouti, avec la sécheresse, à cet exode massif des paysans vers les villes, où ils ont constitué des bidonvilles autour des villes. Et ces masses déshéritées étaient la principale base sociale du soulèvement de 2011. Ensuite, la fuite de ces capitaux vers les paradis fiscaux, et il y a eu beaucoup de scandales bien connus, bien entendu. Le nom du cousin maternel de Bachar est le plus célèbre, Rami Makhlouf, que tout le monde connaît, qui a accumulé des milliards durant cette période. Enfin, un troisième réseau est le réseau religieux, dont on parle rarement de ce réseau, c'est-à-dire le réseau religieux essentiellement sunnite. Le mufti de la République, les grands oulémas, etc., qui ont été à la botte de Hafez après 90, à vrai dire. Après 80, il y a beaucoup qui ont dû émigrer dans la vague de répression contre les milieux religieux, après le soulèvement des frères musulmans entre 79 et 82 à Hama, et le massacre de Hama. Mais il y a beaucoup qui sont partis, mais ils sont revenus, et beaucoup ont noué une sorte d'alliance avec le régime, comme quoi vous gouvernez et laissez-nous la société. Grosso modo, c'est ce qui s'est passé un peu dans l'ensemble du monde arabe, où l'appareil religieux s'est chargé de ce qu'on a appelé la réislamisation de la société sous la protection de l'État. Bon, et où le pouvoir, la famille Assad et ses proches ont détenu le pouvoir absolu en Syrie. Cela a été aussi le fait de l'appareil religieux chrétien et des autres appareils religieux minoritaires, généralement qui ont soutenu le régime et qui ont continué à le soutenir après le déclenchement de la révolution. Nous citons un certain nombre de déclarations des grands chefs religieux, des mouftis ou d'autres dirigeants, notamment de la figure la plus importante des religions en Syrie, Boudri, qui va dans ce sens jusqu'au bout. Enfin, il y a l'aspect extrêmement intéressant qui est celui de la politique étrangère. Vous savez que le régime se vante d'être en lutte en permanence contre le sionisme et l'impérialisme, que le mot Moumana, ce qui veut dire rétivité ou récalcitrance, était la clé magique par laquelle il a réussi à avoir un soutien dans beaucoup de pays arabes et dans une certaine gauche dans le monde. En quoi ça consistait en fait? On a pu montrer, je crois, qu'il y avait toujours une contradiction absolue entre les mots et les actes. Les mots, par exemple, fidélité absolue à la cause palestinienne, mais dans les actes, c'est massacre de Palestiniens de Tal-Zafar à Yarmouk. Bon, l'essentiel la fonction essentielle de la Moumana a été en fait d'occulter la scène politique intérieure en Syrie. On ne parle jamais de ce qui se passait à l'intérieur du pays pour ne parler de la Syrie comme une fonction régionale.
la Syrie dans la lutte entre l'Arabie Saoudite, par exemple, et l'Iran. La Syrie, à ce niveau, dans le temps de l'URSS et les États-Unis, etc. Mais au fond, tout cela a abouti à ce qu'on ne parle jamais de ce qui se passait à l'intérieur. Vous prenez par exemple toutes les déclarations qui sont faites par beaucoup de partis de gauche, en France ou ailleurs, ou en Europe, etc. Bon, il n'est pas question de ces partis qui se disent marxistes, qui veulent partir de lutte de classe, etc. Jamais. Il n'est question ni de lutte de classe, ni de lutte sociale, ni de capitalisme quand ils parlent du régime syrien. Jamais. Bon, mais régime syrien, anti-impérialisme, anti-sioniste, etc. Il y a un chapitre particulier sur la fabrication de l'image de Bachar. Comment on a fabriqué une image d'un jeune homme, une image lisse d'un homme moderne, ouvert sur le monde, qui faisait des études d'ophtalmologie à Londres et qui n'a rien de... Ça, d'un côté, c'est en direction de l'Occident, mais en direction des pays arabes, c'est l'image du combattant intrépide contre l'impérialisme et le sionisme, etc. Cette image qui a été reprise, et le régime a beaucoup profité de l'impunité que tout ce que je viens de dire, lui a accordé au niveau international. Impunité qu'il a utilisée d'ailleurs pour aller toujours plus loin dans la répression. Le fait d'abord que le massacre de la prison de Palmyre, par exemple, en 2000, ou le massacre de Hama en 82, etc., n'ont jamais été punis, sanctionnés. Bon, ont permis plus tard d'autres exactions jusqu'à aboutir au grand massacre génocidaire sous Bachar al-Assad. Voilà, en gros, un résumé d'ensemble du livre. Voilà. Beau résumé, effectivement, mais il y a encore beaucoup de choses à dire, heureusement. Donc, je vais demander maintenant à chacun d'entre vous de continuer cette présentation avant de passer à quelques questions. Bonsoir, chers amis. Bon, pour enchaîner un petit peu avec le côté pédagogique, Madame a signalé, je voudrais vraiment souligner quelques points, à mon avis, tournants dans la vie de Bachar al-Assad. On discute dans le livre, nous avons discuté beaucoup des nombreux aspects de personnage de Bachar, mais maintenant, je vais signaler vraiment quelques points que je considère un peu spéciaux. D'abord, comme vous savez très bien, il était l'héritier par accident. Donc d'abord, c'était Bachar al-Assad, puis Bachar était tué dans un accident de voiture. Et Bachar a été rappelé de Londres. Et ça, à mon avis, a laissé beaucoup de traces dans sa personnalité. D'abord, d'un côté, d'une part, il était effrayé par l'idée de remplacer son père aussi puissant et en savant très bien quel type de régime féroce son père a toujours installé. Et d'autre part, la soif de pouvoir était vraiment très grande et très pressante aussi dans la vie de Bachar al-Assad. Donc, ces deux réactions, si vous voulez, étaient non seulement contradictoires, mais étaient aussi un aspect majeur dans les décisions qui va suivre quand il était finalement en scène. Deuxième point, souvent oublié par les observateurs, c'est que Bachar, c'est le fils de sa mère. Mais pas, c'est-à-dire pas celui de son père, qui était le cas de Bachar al-Assad. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Anissa Makhlouf n'était pas membre de parti Baas, ni le mouvement, c'est-à-dire national, baathiste, etc., etc. Elle était membre de
parti social nationaliste syrien, avec une doctrine qui est parfois un petit peu ou bien très bien influencée par la tendance nationale dans la philosophie allemande. Et donc, à mon avis, elle a enseigné à son fils et qu'il était le darling, il était le fils préféré pour Anissa. Par exemple, l'idée d'être un héros comme ça, un Superman, aussi un philosophe. Vous avez vu, le monde tout entier vu par exemple comment il philosophe souvent. Il parlait de printemps arabe, il dit ça veut dire quoi printemps? Est-ce que le fruit de printemps c'est ça? Est-ce que le fruit de... etc. etc. Mais surtout c'était le côté fasciste. Et combien facilement il peut vraiment appliquer la violence à n'importe quel moment et à n'importe quel moyen. Donc c'était ça aussi les traces de sa mère, puisque, comme je vous ai dit, lui, il était vraiment le fils de sa mère. Troisièmement, alors, Bachar, il était dans un complexe situation quand il sait très bien le régime que son père a installé. Il y a des officiers, il y a des généraux, il y a des commandants des appareils sécuritaires. Mais lui, il était vraiment sans équipe, pratiquement. Il était responsable de la Computer Society, c'est quelque chose à voir avec l'informatique. Et donc ça, c'était un petit peu vide de pouvoir pour lui. Et ça aussi, l'a effrayé un petit peu. Mais d'autre part, elle l'a poussé pour avoir son équipe à l'actif comme ça, très rapidement aussi. Et ça, c'était le problème exactement de son père avant sa mort. C'est-à-dire comment Hafez al-Assad, il peut arranger par exemple le terrain pour son fils. Et en même temps, il était engagé aussi très étroitement avec Ehud Barak dans le processus de négociation avec Ehud Barak et Clinton. Et ça aussi, le père n'a pas eu le temps nécessaire pour lui de préparer l'équipe de Bachar al-Assad. Et finalement, il y a quelque chose qui est, à mon avis, Antonio Gramsci, la formule Antonio Gramsci se résume très bien, c'est-à-dire l'ancien meurt, mais le nouveau difficile à naître. Difficile à naître. Et donc pour lui aussi, ça c'était un problème, c'était un problème de structure, un problème aussi de mentalité. C'est-à-dire il a autour de lui des gens, on s'appelait Old Guard, l'ancien garde, et puis le nouveau garde qui sont pas très bien préparés, qui sont très comme lui, nouveau à la politique parce qu'il n'a jamais été sur le travail direct, c'est-à-dire. Et ça aussi, la phrase terrible, qui est terrible, à mon avis, c'est normal, hein, quand il a dit le premier meeting, la première discussion avec la commande régionale de Baas Party, il a dit, je vous signale que le président Hafez nous gouverne depuis 7 ans. Et donc, ça aussi, le côté très important, le premier, par exemple, 5 années, il a rarement mentionné le mot président Hafez Assad. Il dit toujours président Hafez, comme il signale aux gens que Al-Assad c'est lui. Donc c'était quelques tendances de tuer le père aussi, en même temps, vraiment. Parce que c'était très intéressant de voir comment il dit président Hafez. Et aussi comment il signale toujours que ce n'est pas président Hafez qui m'a choisi, c'était le peuple syrien. Et vous pouvez demander à CNN
comment elle a interrogé les gens dans les rues, et comment les gens dans les rues, ils ont chié, voilà, on a choisi Bachar, Habib Bachar, etc. Donc ça aussi, beaucoup de choses, à mon avis, ce sont des facteurs très très forts dans son personnage. Reste quelque chose, quand même, je dois vraiment dire quelque chose sur la communauté alaouite. Ça va de soi, vous savez tous, l'écrasante majorité de communautés alaouites c'était et reste toujours derrière le régime. Mais finalement, à mon avis, les poignées de gens qui sont vraiment le gouvernement de Syrie avec Bachar, les officiers, appareils sécuritaires, armées, etc., sont pas motivés par quelques doctrines nusayrites, c'est-à-dire doctrines religieuses en ce qui concerne le alaouisme, le nusayri. C'est vraiment un réseau complexe de socio-économiques intérêts, mais finalement, on ne peut pas oublier le fait que l'écrasante majorité, c'est derrière le régime, et à quelques instants, c'est-à-dire le mot d'ordre très fameux, Al-Assad, on brûle le pays, c'était vraiment, c'était naître là-bas, ça c'est le fait. Et donc, en général, les facteurs, les séries de facteurs qui sont formulés le personnage de Bachar al-Assad, c'était vraiment les motivations générales pour lui de continuer jusqu'à maintenant, spécialement le côté fasciste, spécialement le côté criminel de guerre, le côté violent, etc., etc. Merci. Alors, bonsoir et merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux pour cette réunion. Je vais évidemment pas répéter ce qui a été dit. Je vais construire à partir de là, juste pour évoquer trois thèmes ou trois idées. On a vu comment le régime de Bachar al-Assad est dans un sens une continuité du régime du père. Il a hérité de ce pouvoir-là, mais en même temps, dès le début, il avait un problème parce qu'à chaque fois qu'il pouvait évoquer la question de la corruption, par exemple, c'est qu'il disait indirectement que son père était corrompu. Ou bien, quand le premier ministre du père, qui a gouverné pendant 13 ans, a commis le suicide, le fameux suicide, c'est comme si aussi il reconnaissait que pendant 13 ans, sous le père, la corruption régnait. Donc il y avait ce dilemme dès le début. Subhi l'a soulevé, il était le fils de sa mère, mais biologiquement, il est aussi le fils de son père. Il devait le tuer pour pouvoir se débarrasser de son poids, mais il devait aussi se référer à lui à chaque fois que les fondements du régime sont mis en question. Il parle de modernisation, mais ce n'est qu'une modernisation d'apparence, un peu d'ordinateur et de connexion Internet, et puis si on les utilise d'une manière critique ou qui peut créer des problèmes, on arrête les gens qui les utilisent. La libéralisation de l'économie est devenue juste une privatisation de quelques parties, disons, du secteur public, et les acheteurs étaient les gens autour de lui, son cousin et d'autres personnes. Donc c'est un système qui, c'est vrai, a continué au niveau de la toile d'araignée des services de renseignement et des services de sécurité, ce qui existait sous le père, mais avec une nouvelle approche médiatique, la construction d'une nouvelle image, ce jeune qui vient de l'extérieur, qui va épouser une dame moderne, qui évoque la laïcité souvent, qui parle d'une nation arabe, mais en même temps qui veut se montrer à Paris Match en train de faire le shopping sereinement avec sa jeune épouse, qui est qualifiée dans magazine Vogue comme la rose du désert. Donc il y a une construction de l'image pour montrer une modernisation et une jeunesse avec une toile d'araignée qui est celle des services de renseignement et des institutions étatiques qui oppriment la société. Puis il y a toute une question de la violence qui peut être expliquée à partir de ce qui a été dit, c'est-à-dire quand le slogan ou le mot d'ordre du régime est Assad il al-Abad, ce qui rime évidemment en arabe, c'est-à-dire Assad pour l'éternité, ou bien quand plus tard on dit Assad ou nahruq al-balad, encore une fois ça rime en arabe, c'est-à-dire Assad où nous brûlons le pays, c'est toute l'idée de considérer que Assad est divin dans un sens,
l'espace, il est éternel. Et pour qu'il soit éternel et pour qu'il reste éternel, il faut écraser la société qui ose se soulever ou qui ose penser changer ou modifier la donne politique. Et c'est ce qui va se passer à partir de 2011, à partir de la révolution syrienne, qui reprend la férocité de la répression, reprend ce qui s'est passé à Palmyre en 1980, reprend ce qui s'est passé à Hama en 1982, mais cette fois, cela va s'appliquer sur tout le pays, et on va voir la machine de répression, la machine de mort, l'industrie de la mort, comment elle va opérer. Alors, je souhaite juste signaler que cette machine de la mort n'a pas fonctionné arbitrairement. Il y avait des choix ciblés. Évidemment, les voyous du régime, ou ce qu'on appelle les shabiha, et le bombardement aveugle peut parfois cibler tout le monde. Mais il y avait toujours une logique par rapport à cette violence-là, s'agissant de sa philosophie. C'est une violence qui cible, premièrement, les pauvres ruraux sunnites. Et ce n'est pas un détail parce que ça crée encore plus de clivage confessionnel. Ça met sur le même bateau tous les combattants qui défendent le régime, notamment de la communauté alaouite, pour amplifier la question confessionnelle. Puis cette violence-là, elle vise certaines régions plus que d'autres. Encore une fois, la question de classe est présente, mais également la question de la base sociale de l'opposition ou de la révolution. C'est aussi une violence qui ne cherche pas à tuer tout le monde. Et c'est pour ça que, d'un point de vue juridique, les juristes ont un problème d'évoquer le terme génocide, puisqu'il exige l'élimination ou l'anéantissement d'un profil, que ce soit ethnique ou racial. Et ce n'est pas évidemment le cas en Syrie, c'est un désir de commettre un génocide, mais il n'a pas les moyens, il ne peut pas le faire de toute façon. Mais il y a cette tendance génocidaire qui vise des gens spécifiquement, et elle les vise pour, d'un côté, inscrire la mort, inscrire la peur, inscrire la torture, inscrire la faim dans les têtes et dans les esprits de ceux qui vont survivre. Affamer un village, assiéger une ville, va laisser des séquelles. Ceux qui vont mourir sont morts, mais ceux qui restent sont des survivants et vont continuer à avoir la mémoire des survivants, paralysés, écrasés par la douleur et par la peur, encore une fois. Donc la reconstruction des murs de la peur qui se sont effondrés en 2011 avec le déclenchement du soulèvement populaire, de la révolution. Il y a également la question de la torture dans les prisons. Montrer qu'il peut tout faire. On a des dizaines de milliers de prisonniers, des dizaines de milliers sont déjà morts sous cette torture-là. Donc ce n'est pas une torture pour arracher des informations, ce n'est pas une torture simplement pour humilier certains opposants. C'est une torture pour les montrer exactement comme il l'a traité à 3 reprises dans ses discours officiels. Il les a traités en juin de virus, il a parlé des manifestants comme des virus. Il les a traités en 2014 à Jobar de rats, parce que les combattants étaient dans les sous-sols en train de résister à son aviation et aux Iraniens et à Hezbollah qui sont venus pour l'aider. Et il les a encore une fois traités d'enfants non éduqués et que la Syrie a besoin de les éduquer de nouveau. Donc cette volonté de les écraser dans les prisons, de les torturer, de les humilier et de tuer autant que possible, c'est aussi pour marquer ceux qui vont survivre à la prison à jamais, par la torture, par les viols, des viols systématiques et des viols qui s'inscrivent donc dans un temps long. La femme violée n'est pas seulement elle-même la victime, c'est toute elle est victime à plusieurs reprises d'ailleurs, mais c'est toute sa famille qui est victime, c'est tout son milieu social. Elle risque de payer le prix cher un peu plus tard quand elle survit au viol lui-même par sa propre famille. Donc c'est de détruire psychologiquement toute une société. Quand on parle de l'économie de violence, celle qui est autour des prisons, il y a des gens dans cette salle qui ont passé des dizaines d'années, si on regroupe toutes les années passées, j'ai vu rentrer plusieurs amis, qui ont passé des dizaines d'années en prison. Il y a des familles qui, durant ces années, payent de l'argent, soit pour des avocats, entre guillemets, soit pour des officiers, juste pour avoir des informations. Juste pour essayer d'envoyer un peu de nourriture ou de vêtements, ou de demander que leur fils ou leur fille ne soient pas torturés comme les autres. Donc c'est aussi un moyen de paralyser toute une société à la recherche de ces bien-aimés qui disparaissent dans les geôles et qu'on n'ose même pas évoquer leur disparition. En plus de tout cela, on a vu récemment que le régime, après avoir tué au moins 30 000 documentés dans ces geôles, soit par exécution directe,
soit par torture et en les affamant et en laissant mourir de maladie, il ne rend pas les corps aux gens. Tout ce que les familles reçoivent, c'est une note comme quoi leurs enfants ou leur père ou leur mère sont décédés en prison. Sans explication, parfois on parle d'une crise cardiaque, ce genre de justification-là. Et ce n'est pas non plus arbitraire, ni juste le fait que bureaucratiquement, ils n'arrivent pas à rendre les corps. Parce qu'on a vu à travers le dossier César que la bureaucratie de la mort est impressionnante. Comme les nazis, comme les fascistes, il y a 3 numéros sur chaque corps. Il y a un premier numéro, celui de l'arrestation, un deuxième quand il est transféré à la prison spécifique, et un troisième quand il est mort. Et puis il y a la note que reçoivent, les notes que reçoivent les familles. Donc ce n'est pas juste une volonté, un manque d'organisation. Non, c'est une volonté, c'est-à-dire les morts sont des fantômes. On ne peut pas faire le deuil, on ne peut pas les enterrer, on ne peut pas se recueillir plus tard pour penser à eux, pour essayer de les préserver dans une mémoire qui a fait son deuil, mais qui s'attache à eux. Non, ils sont des fantômes, ils n'existent pas, on ne sait pas s'ils sont morts, on a toujours quelques espoirs, ils ont disparu. Donc il y a des fantômes à la fois, et il y a des survivants qui connaissent ce que ça veut dire la torture, qui connaissent ce que ça veut dire la faim, qui connaissent ce que ça veut dire la violence, les barils explosifs. Et en plus de tout cela, l'arme chimique. Et encore une fois, tous les relais et les propagandistes du régime Assad se demandaient mais quel intérêt avait-il, bien qu'il est en train de gagner, à utiliser l'arme chimique? Pourquoi utilise-t-il l'arme chimique? Peut-être ce sont les opposants qui tuent leurs parents afin que l'Occident et ceux qui ont considéré criminellement que c'est la seule ligne rouge en Syrie puissent enfin intervenir. On a vu, premièrement, qu'ils n'ont jamais pensé à intervenir sérieusement. Le seul probablement qui avait pensé était Hollande, mais il n'a pas pu aller tout seul, évidemment. Donc, la volonté d'utiliser l'arme chimique, c'est de montrer, encore une fois, cette puissance et cette impunité que je peux vous tuer à l'arme chimique, je peux vous tuer à l'arme de la faim, je peux faire tout ce que je veux et je suis impuni. Et je pense que l'histoire de l'impunité dans le Moyen-Orient, c'est la plus grande tragédie et c'est le malheur de cette région. Ça a commencé en Palestine avec la violation systématique des résolutions onusiennes et du droit international, et ça a continué dans tous les régimes arabes, et l'affaire Khashoggi récemment n'en est qu'une nouvelle preuve. Quand des gouvernants pensent qu'ils peuvent tuer, qu'ils peuvent assassiner, et finalement ils s'en sortent et il n'y a aucun tribunal, on parle de normalisation avec eux, on parle de réalisme et de pragmatisme politique, ce qu'on entend aujourd'hui, pourquoi ils vont s'empêcher, quand ils veulent éternaliser le pouvoir, de tuer tous ceux qui s'opposent ou qui souhaitent juste vivre normalement ou marcher la tête haute. Donc la question de l'impunité est extrêmement importante dans ce sens-là. Et je finis sur ce qu'on a également évoqué dans le livre, c'est-à-dire cette volonté syrienne malgré tout, on a vu à travers des décennies que les Syriens et les Syriennes, à l'extérieur ou à l'intérieur, sont toujours là, sinon le régime ne serait pas aussi acharné dans sa guerre contre eux, ne serait pas aussi obsédé aussi par son image. C'est à cause de leur résistance, grâce à leur résistance, et non pas aux pressions internationales. Il a su s'adresser à différents publics, Farouk l'a évoqué, aux nationalistes arabes et aux pro-palestiniens, ils leur vendent la lutte palestinienne, aux islamophobes, ils leur vendent la laïcité et la lutte contre les islamistes, à l'extrême gauche, ils leur vendent l'anti-impérialisme. Et d'ailleurs, le père était assez habile, c'est lui qui a fondé tout ça. Le jour où il est parti à l'Union soviétique en visite officielle, il a écrasé le parti communiste, bureau politique de notre ami Riyad Turk. Il rentre au Liban en négociant avec les Israéliens à travers Henry Kissinger la ligne de démarcation de ses troupes, tout en annonçant qu'il est là pour sauver les Palestiniens. Il écrase les Zatar et leur camp. Donc c'est un régime qui vend toutes les sauces à tous ceux qui veulent entendre. Extrême droite, on a vu après les attentats aux États-Unis à comment ça s'appelait, Jacksonville, non, c'était quoi Charlottesville, exactement, que sur l'ordinateur d'un des criminels, des suprématistes blancs, il y avait le portrait de Bachar al-Assad. Pourquoi? Parce que c'est le monsieur qui tue les indigènes chez lui, qui tue ceux qui sont candidats à l'immigration, ceux que nous ne souhaitons pas voir, qui tue les musulmans, tout simplement. Donc il vend à l'extrême droite ce qu'elle souhaite voir, à l'extrême gauche ce qu'elle souhaite voir, aux nationalistes arabes, ceux qui ont une relation exotique avec la cause palestinienne,
C'est un régime qui a su, sous le père, créer tout ce système-là. Le fils, même s'il est le fils de la mère, mais il a continué le travail du père, et avec son complexe également, n'étant pas ni militaire, ni bassiste, ni légitime dans sa position, il a voulu montrer qu'il allait encore plus loin dans la violence, qu'il est encore plus violent que son père, que son oncle, et que son frère aîné et son frère cadet réunis, puisqu'ils étaient tous militaires, accusés de crimes contre l'humanité et bassistes dès leurs premiers jours. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous trois pour cette présentation d'un certain nombre d'éléments qui sont dans ce livre. Et c'est vrai que je crois que le fait de parler du parcours de Bachar el-Assad, mais en s'appuyant sur finalement la société, dont on ne parle pas beaucoup, et ça vous l'avez tous les trois signalé d'une façon ou d'une autre, ça je crois que c'est absolument essentiel, puisqu'on ne regarde la Syrie de plus en plus qu'à travers les rapports de force régionaux, et non pas à travers ce qu'est cette société. Et du coup, le fait de repartir de cela me semble un élément absolument essentiel pour ne pas oublier qu'il y a une population syrienne, ce qu'on a trop tendance à faire. Alors moi, ce qui m'a aussi beaucoup frappé dans ce livre, c'est donc toute cette réflexion sur ce qu'est Bachar el-Assad, et ça permet d'aller à l'encontre de toutes les idées reçues qu'on peut entendre sur la Syrie. À partir de Bachar el-Assad lui-même, qu'on a présenté dans la presse occidentale comme étant un réformateur, comme quelqu'un qui finalement avait été obligé de se couler dans le moule de son père, alors que là on voit bien dans le livre qu'il ne s'est absolument pas coulé dans le moule, mais qu'il y est complètement et qu'il n'a pas eu besoin de faire d'efforts pour se mettre là-dedans. Et avec cette phrase que vous dites à la place de Bachar, qui dit Bachar dit « Hafez continuera à gouverner à travers moi ». Et donc cette phrase démontre bien effectivement que Bachar el-Assad, qu'on a voulu montrer comme un jeune réformateur, ceci, cela, n'est rien de tout cela, puisqu'il continue à gouverner, et son père continue à gouverner à travers lui, et avec cette dimension que tu viens de soulever, Ziad, à savoir qu'il a dû faire ses preuves, et qu'à partir de là, il était là encore de façon beaucoup plus violente que son père, parce qu'il a fallu effectivement qu'il tue le père pour véritablement exister. Et donc, ce qui est intéressant, c'est cette façon, finalement, de déconstruire tout ce qu'on entend sur la Syrie à travers le livre et sur tous les sujets que vous abordez. Ça permet de comprendre et de remettre véritablement l'explication pour ce qu'elle est et non pas les fantasmes que l'on a pu avoir et que l'on a projetés, nous, quand je dis nous, c'est beaucoup les sociétés occidentales, sur ce qu'a été la Syrie. On a été tellement dérangés par ce qui se passait en Syrie qu'on a cherché à trouver des explications qui finalement nous satisfaisaient et en prenant des distances par rapport à la réalité. Le livre-là permet de remettre les choses à leur place. Et quand on parle des idées reçues, alors il y en a beaucoup, hein, mais il y a tout ce qu'on dit sur la communauté alaouite. Et là, vous décrivez très bien le fait, effectivement, la communauté alaouite fait partie de ce système, mais on ne peut pas réduire le système à la communauté alaouite. La question du fait que le régime est un protecteur des minorités, des chrétiens, tout le jeu ambigu qu'il y a est assumé par le régime vis-à-vis justement des religieux, vis-à-vis des sunnites, par rapport à ce qu'on peut entendre là aussi sur les discours. Et donc, ce qui est vraiment, j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est cette façon de remettre les choses à leur place dans l'histoire de ce qu'est cette Syrie et de sortir des représentations qu'on en a et qui finalement permettent aujourd'hui à certains ici dans les pays occidentaux de dire mais pourquoi pas finalement reprendre le dialogue avec Bachar el-Assad. Alors qu'en lisant le livre, on se dit comment est-il possible de penser un quart de seconde à la possibilité de renégocier ou de reprendre un dialogue lorsque l'on voit à quel point ce Bachar el-Assad est complètement dans la lignée du père et qu'il n'y a aucune rupture comme on a voulu le laisser croire avec justement cette fabrication de l'image. Et ça, ce passage que vous faites sur la construction de l'image de Bachar el-Assad avec sa femme est un passage absolument terrifiant, même si on le sait, mais de le lire de façon aussi claire sur ce que ça représente, ça permet toutes les dérives et tout ce que l'on peut entendre sur finalement, c'était un jeune homme assez moderne, il a fait ce qu'il a pu dans un système qu'il ne maîtrisait pas, alors qu'on voit qu'il le maîtrise parfaitement bien ce système, et même au-delà, je pense même que ce que son père aurait pu imaginer quand on voit la capacité
avec laquelle il a réagi lors du début du soulèvement. Et ça, vous le montrez très bien aussi. Il y avait sûrement des réformes à annoncer au départ qui auraient peut-être permis d'éviter cette violence extrême, et que lui n'a rien compris à ce qui se passait. Et je trouve que ce passage-là aussi est très éclairant, puisqu'on voit qu'il s'enferme dans quelque chose, ne voulant pas voir ce qui était en train de se jouer, et finalement la possibilité qu'il aurait pu peut-être aussi, on ne va pas refaire l'histoire, je sais que ça ne sert à rien, mais en tous les cas c'est un élément qui est extrêmement important. La question que moi je voulais, enfin en tout cas la discussion qu'on peut continuer à avoir, même si vous avez déjà présenté les différents aspects de ce livre, c'est l'aspect aussi dont on peut continuer à parler, qui est quand même important, c'est toute la structuration de ce régime, de ce pouvoir autour des services de sécurité, et qui continue évidemment, et que Bachar el-Assad a repris à son compte en les aménageant. Et est-ce que là, il y a quelque chose que l'on peut expliquer, que l'on peut dire, que l'on peut développer sur cet aspect, puisqu'il ne connaissait pas forcément, il n'était pas légitime à s'occuper de ça, et on l'a vu finalement très bien prendre ça en compte aussi, pour pouvoir continuer à exercer la violence qu'il exerçait, et de pouvoir continuer à avoir le contrôle finalement sur ce régime, puisque ces services de sécurité et de renseignement sont aussi la colonne vertébrale véritablement de ce système. Alors, peut-être on va mieux commencer par 70, quand il a fait le coup d'État, Hafez Assad. Parmi les premières étapes qui a considéré absolument important, c'était de créer 2 branches de sécurité non existantes avant, c'est-à-dire le renseignement de forces aériennes, et puis exactement tout simplement le renseignement militaire. Parce qu'avant, le renseignement militaire, c'était un petit peu dans un autre domaine. Donc après, l'étape suivante, c'était de demander au commandant des renseignements de l'aviation, Al-Khouli. Et ça, c'est très important, vraiment, c'était très important. De restructurer le service comme ça. Vous allez choisir, elle a demandé, vous allez choisir quelques officiers de le clan Noumailati, qui était sous-clan, en effet. C'est pas un branche majeur entre les quatre branches alaouites. Donc, vous allez choisir des officiers, par exemple, dans l'artillerie militaire, dans n'importe quelle armée, mais pas dans le secteur de renseignement. Et après, vous allez faire ces officiers formation, et dans maximum 3 à 4 mois, le service de renseignement, le force d'aviation, c'était transformé en service Noumailati, c'est-à-dire l'écrasante majorité des officiers, c'est Noumailati. Donc comme ça, le clan Noumailati était mettre en service à part, devant l'autre service qui est le service militaire. Il a demandé à Ali Douba de choisir la plupart des officiers, même techniques, mais pendant, c'est pas Noumailati, parce que Noumailati, ça c'est autre chose. Le clan, ce clan aussi, non, clan majeur, Khayatiye. Nous, dans quelques années, 4 années maximum, donc le service de renseignement, les 2 branches, c'était vraiment les branches majeures qui sont des pouvoirs extrêmes, sur l'autre 2 services qui étaient traditionnels, le service de Khabarat siyasiye, politique, et puis le service renseignement général. Après, ça c'est aussi très important, en effet. Elle a donné
des ordres, par exemple, pour chaque branche, d'ouvrir à chaque gouvernement en Syrie. On a 14 gouvernements en Syrie. À chaque canton, on a pratiquement 206 cantons. Et à chaque grande ville, des branches multiples. C'est-à-dire, à Damas, par exemple, le renseignement militaire a au moins 9 branches. Et si vous imaginez, par exemple, combien de branches dans tout ça, dans la Syrie, et vous considérez que le nombre des agents employés sont dans tous les branches de renseignement, c'est 80 000 agents employés. En plus, on a les informateurs, on a aussi les camarades qui sont informateurs indirectement, on a aussi on s'appelle les organisations populaires, la Shabiba, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment, c'est-à-dire des appareils sécuritaires exactement toile d'araignée. C'était vraiment d'abord le problème de Bachar al-Assad, parce que le paradoxe vient exactement de ça. Le danger ne venait exactement par l'exemple Ali Douba ou bien Khouri, etc. Le danger, et le père il a compris ça, et le fils aussi, le danger vient de la famille Assad elle-même, c'est-à-dire l'oncle paternel Rafat, et puis le fils de Jamil Assad, et puis, etc., etc. Donc, l'autre étape qui était vraiment dans le même toile d'araignée, c'était de préparer le terrain pour Bachar par commencer d'abord d'éloigner les officiers majeurs qui sont établis, les branches après 86, c'est-à-dire Ali Douba, Mohamed Khouli, etc., et remplacés par des officiers nouveaux gardes, ou quelque chose comme ça, qui a fait un petit peu d'imbalance entre les pouvoirs. Donc maintenant, à mon avis, le problème avec les branches de sécurité, c'est exactement que l'armée et les sécurités sont en contradiction, pendant que Hezbollah est maintenant à son renseignement en Syrie, et aussi, qui est très important, Hezbollah et Iran bien sûr, maintenant on a le renseignement de Poutine. Donc maintenant ça c'est vraiment quelque chose qui est très très fragile, spécialement dans la région littorale. Donc le problème commence par ça, c'est-à-dire c'est pas exactement la même tradition qui a commencé avec les officiers alaouites qui sont tout pouvoir, qui peuvent, c'est-à-dire prendre des décisions librement. Maintenant, ça c'est le problème aussi concernant la structure de régime après 2015 quand Poutine est intervenu. Du coup, ça me permet de vous poser une question sur la question de l'occupation dont vous parlez aussi dans le livre, et ça fait en fait la jonction avec ce que vous venez de dire sur le rôle non seulement des services syriens, mais iraniens et russes. Et il y a tout un développement dans le livre qui est extrêmement intéressant sur l'occupation russe, iranienne et turque, et sur les liens finalement des mafias entre elles, et comment elles fonctionnent pour chacune, en fait, profiter aussi de la situation avec ce vide de pouvoir. Mais en tous les cas, ce qui fonctionne, c'est vraiment le rôle de ces mafias et comment ces mafias s'organisent entre elles. Et ça, j'ai trouvé que c'était un élément qui était très, très intéressant. Est-ce que l'un de vous deux veut en dire un peu plus ? Oui, on a parlé souvent ces derniers temps de la mafia russe dans la région de Latakia, et de ses accointances avec des membres de la famille Assad. Et de toute façon, c'est devenu quelque chose comme un secret de polichinelle en Syrie, de savoir qu'il y a d'une part une milice russe privée
en Syrie, en dehors de l'armée régulière russe, qu'il y a des sociétés privées de mercenaires qui fonctionnent en Syrie. On l'a su essentiellement quand il y a eu un bombardement américain et qu'il y a eu des morts parmi ces mercenaires russes et que l'affaire a été connue sur le plan international. Mais aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a en dehors de l'armée russe officielle, avec ces deux bases, la base navale de Tartus et la base aérienne de Hamemim, qu'il y a aussi ces mercenaires. Et en plus, toute la mafia proprement dite qui travaille sur du pillage économique dans la région, sur des malversations. Il faut dire ici quelque chose qu'on a entendu, que là n'a pas été très diffusé, mais on a entendu des officiels russes, pas nécessairement les plus connus, pas nécessairement Poutine ou Lavrov, mais d'autres, des généraux ou des militaires de moindre importance, parler que nous sommes ici pour rester. C'est-à-dire, après avoir fait ce que nous avons fait, après avoir sauvé le régime, c'est maintenant, nous sommes les maîtres du lieu. Et il n'est pas question qu'on nous la joue. Donc, nous sommes les principaux. Bon, quoi qu'en disent les Iraniens, quoi qu'en disent les Américains qui sont à l'est du l'Euphrate et qui occupent quand même une zone assez importante en superficie, même si elle n'est pas aussi importante en nombre de personnes comme ce qu'on appelle la Syrie utile, plus à l'ouest, avec une entente avec les Israéliens. C'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire, je crois que nous l'avons évoqué à plusieurs reprises dans les livres, comment à chaque fois que les Israéliens bombardaient des positions de Hezbollah ou des positions iraniennes, les Russes laissaient faire. Et même, la nuit la plus terrible où l'aviation israélienne a détruit, dit-on, 50 positions iraniennes en Syrie, c'est passé quand Netanyahou était à Moscou. Était à Moscou et où il a défilé avec Poutine dans la grande en souvenir de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Bon, c'est pour cela que maintenant, quand on parle de l'avenir, comme hier avec la réunion à Istanbul, on sait que finalement tout va dépendre du rapport des forces entre ces puissances étrangères, et que le pauvre Assad lui-même n'a rien à dire. C'est-à-dire, bon, on parle de la Syrie hier, mais il n'y a pas de représentant d'Assad. Et toutes les réunions, l'accord sur Idlib, puisque le régime voulait attaquer Idlib, et il a été arrêté par un accord entre la Russie et la Turquie. Bon, c'est-à-dire, il a dû obtempérer et ne rien faire, parce qu'il n'a plus de pouvoir réel sur les questions essentielles dans le pays, même s'il continue à pérorer comme quoi il a repris le contrôle de l'ensemble du pays. Je voudrais juste revenir à ce qu'a dit Sobhi pour souligner un peu l'importance de cela, c'est-à-dire de l'idée qu'il y avait derrière la constitution de ces services de renseignement et de leur appartenance à tel ou tel clan. Vous vous rappelez peut-être l'analyse du regretté Michel Sorin sur le système syrien, en ayant recours à Ibn Khaldoun et à la notion de Asabiya, etc. Bon, là, c'est quelque chose de beaucoup plus précis, c'est-à-dire, comme l'a dit Sobhi, c'est chaque service qui est soudé par un esprit de corps, pas alaouite, mais d'un clan au sein de la communauté alaouite. C'est-à-dire un clan. Alors, s'il y a les 4 grands clans, plus d'autres, bon, mais chaque service est dominé par l'un des clans, ce qui renforce sa cohésion interne, et c'est ce qui permet d'ailleurs de sa pérennité du temps de Hafez jusqu'au temps de Bachar.
Un point, Ziad, que je voudrais que tu développes un peu, qui est évoqué dans le livre, c'est le fait que les objectifs des Russes et des Iraniens, évidemment, ne sont pas les mêmes en Syrie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer vers la fin du livre? Et c'est vrai que ça, c'est vraiment une question aussi qu'on est tous en train de se poser, bien évidemment. Alors, il est un peu difficile de savoir si la rivalité entre Russes et Iraniens, qui restent quand même des alliés en Syrie, va un jour mener imposer une divergence, voire un affrontement. Mais la Russie, c'est sûr qu'elle utilise la Syrie comme base pour revenir sur la scène internationale, pour s'imposer de nouveau comme étant un acteur incontournable, et que rien ne peut se passer sans l'aval de Moscou. Il y a la question des bases militaires, il y a la question de l'armement et de l'industrie de l'armement russe. Il y a cette volonté, et d'ailleurs le ministre de la Défense russe évoque régulièrement dans ses conférences de presse le nombre de nouvelles armes russes testées en Syrie. Ils disent que les ventes d'armes ont progressé depuis leur intervention en Syrie. Il y a des questions de l'ordre mondial dans ce sens. Et puis il y a une alliance historique entre Moscou et Damas que les Russes veulent également préserver après la chute de Saddam Hussein, après surtout la chute de Kadhafi. Pour les Iraniens, la question est beaucoup plus régionale. Ils sont dans une logique d'expansion politique à travers des territoires où ils sont présents, où ils ont des alliés puissants. C'est un axe qui commence à Téhéran, par Bagdad, Damas, Beyrouth. Ça permet un accès à la Méditerranée, ça permet un accès à la frontière israélienne pour l'utiliser également dans les échanges et dans les menaces. C'était avant par rapport à la question nucléaire, maintenant ça reste toujours une possibilité. Et puis les Iraniens, il y a la dimension confessionnelle aussi. Il y a une certaine proximité, disons, avec les Alaouites, même s'il y a beaucoup de différences aussi, et même si dans les milieux alaouites aujourd'hui, il y a probablement une tendance à préférer les Russes aux Iraniens, parce que les Iraniens sont plus dogmatiques dans leur rapport avec la société alaouite, parce que Hezbollah est plus discipliné que les mafieux russes dans ce sens-là. Les deux acteurs peuvent avoir des divergences, surtout avec l'acteur israélien et avec Trump, qui tous les deux, les Israéliens et Trump, n'ont aucun problème avec la mainmise russe sur la Syrie aujourd'hui, mais par contre exigent un départ des Iraniens. Sur le terrain, les Iraniens ont une présence assez importante. Il y a les combattants du Hezbollah, il y a les combattants de plusieurs formations chiites irakiennes, il y a les Hazaras afghans qu'ils ont mobilisés, et il y a les gardiens de la révolution qui sont présents. Donc c'est pas facile aussi pour les Russes de les pousser à partir, et ils ne vont pas se laisser faire, à mon avis. Les Russes ont leur mot à dire parce qu'ils contrôlent les espaces aériens, parce qu'ils négocient au niveau international, ils ont le droit de veto, ils arrivent à être à faire les équilibristes entre Israéliens, Américains, Iraniens jusqu'à maintenant, mais cela n'est pas très facile à gérer toujours, et on a vu qu'après le dernier tir qui a abattu un avion russe et a tué plusieurs généraux, ils ont quand même demandé aux Israéliens de calmer le jeu un peu. Ils ont même été, ils ont été menaçants presque par rapport à la poursuite des raids aériens sans limite et sans cadrage. Donc on va voir comment les choses peuvent évoluer. Mais pour le moment, Hezbollah et les Iraniens essayent d'éviter aussi le sud de la Syrie. Ils ont des milices là-bas, il y a une présence mais qui n'est pas officielle et directe. Et je pense que l'enjeu par rapport à Idlib n'est pas très loin de toute cette question-là. Russes et Turcs n'ont pas intérêt non plus à voir les Iraniens élargir leur présence sur le terrain. Et ils savent très bien que l'armée de Assad ne peut pas envahir Idlib. Si Idlib va être envahi militairement, c'est grâce aussi à l'effort des forces iraniennes, Hezbollah. Donc, vaut mieux pour les Russes de dire on accepte une solution politique, c'est ce qu'ils ont dit aux Européens. Cette solution politique passe par épargner Idlib pour le moment le sort d'Alep-Est, de la Ghouta et de Daraa, mais vous devez payer pour la reconstruction. Et cette reconstruction-là, c'est-à-dire nous les Russes, on détruit, vous les Européens, venez payer pour reconstruire le pays et pour consolider le régime Assad que nous avons préservé par prétexte de normalisation, de réalisme, de lutte contre le terrorisme, etc. Et je rappelle qu'il y a eu un appel très important de plusieurs juristes
internationaux par rapport à la reconstruction, qu'elle n'est pas seulement une complicité avec quelqu'un qui est accusé de crimes contre l'humanité, mais qui peut même être une complicité directe avec la volonté de ce régime et de ses alliés d'effacer toute trace de crime. Parce que la reconstruction, elle va se faire sur les ruines du camp Yarmouk, par exemple. Elle va se faire sur les ruines de plusieurs localités dans la route de Damas qui ont été frappées par l'arme chimique. Elle peut se faire sur les ruines de certaines geôles où des milliers de Syriens ont été tués. Et si on voit certains plans de ce que le régime appelle réorganisation urbaine en Syrie, on voit que dès le début, certaines zones qui ont été complètement ravagées et détruites par le bombardement sont des zones où ils veulent des projets financés par les gens du Golfe et par les Européens. Donc la position européenne jusqu'à maintenant, j'espère qu'elle va se maintenir, de refuser une reconstruction sans une transition politique sérieuse, doit être renforcée, car sinon, ceux qui payent de l'argent, et il y a probablement des sociétés et des hommes d'affaires qui salivent par rapport à quelques occasions et possibilités, elle sera une complicité avec les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Donc c'est une question très importante, mais par rapport à Russie et Iran, encore une fois, on va voir comment les choses vont évoluer, et surtout comment l'imprévisible de Trump va évoluer. Il parle de retrait de l'Est de l'Euphrate, puis la CIA et le ministre des Affaires étrangères dit non, on va rester, mais on ne sait pas encore. Aussi, il y a les négociations entre Turcs et Américains par rapport à cette question-là et par rapport au rôle des Kurdes dans le futur de cette région. Merci beaucoup. Alors, avant de vous passer la parole, je voudrais poser à chacun d'entre vous la même question, qui est j'aimerais que vous essayiez de vous mettre dans la tête de Bachar el-Assad, puisque votre livre, c'est quand même dans la tête de Bachar el-Assad, et de vous dire, je suis dans la tête de Bachar el-Assad, qu'est-ce que je dis après justement cette réunion hier d'Istanbul, où il n'était pas convié, la Syrie n'était pas présente, qu'est-ce que Bachar peut se dire aujourd'hui, au lendemain de cette réunion, quand il voit ces quatre responsables, le russe, le turc, le français et l'allemande, réunis à Istanbul, parler de la suite. Est-ce que vous pouvez imaginer quelque chose? Laissez-moi réfléchir. Qui veut réfléchir? Je laisse penser. Non, mais à mon avis, c'est très simple. C'est même évolué, c'est-à-dire la personnalité de Bachar el-Assad comme président en Syrie, c'est vraiment, c'était de passé, quoi. Parce que la scène très bien connue quand Poutine est arrivé à Khmeimim, à la base devenu russe actuellement. Et le garde de côte elle a essayé de marcher avec Poutine. Le garde de côte elle a poussé. Donc c'était vu par tout le monde en Syrie, et parce que c'était direct. Elle ne pensait pas à Bachar, ça va être scandaleux comme ça. Ça, c'est j'ajoute aussi ce qu'a dit Ziad concernant la rivalité, si on peut pas parler vraiment de rivalité russe-iranienne. Il y a un niveau qui est bien caché, qui n'est pas déclaré au moins, entre les Iraniens sur le front de milices iraniennes, milices alaouites, pas iraniennes, pas irakiennes, pas Hezbollah. Il y a des milices alaouites, Ayman Jaber, et là, faucon de mer, faucon de désert et combattant de mer. Alors, ces milices sont vraiment, utilisent des armes russes, des logistiques russes. Elles sont comme vous savez, il y a An-Namr, l'officier Suhail, il est bien gâté par les Russes. Ayman Jaber est aussi bien gâté. Et à un moment, il a même, c'est-à-dire, essayé de bloquer le convoi de Bachar. Donc ça aussi, c'est très important dans quel sens. Maintenant, avant 2012, quand le soulèvement a commencé, la population alaouite, la majorité, c'est-à-dire, et par peur parce que le régime a su vraiment commercialiser la peur de sunnites, attaquant les villages alaouites, a commencé d'avoir confiance dans les Iraniens, Hezbollah et les Irakiens. Il y a quelque chose de confessionnel qui y a aussi. Mais après et maintenant, c'est Poutine
c'est Poutine qui est le héros. Elle dit maintenant, elle parle de Abu Ali Poutine. Donc, elle est maintenant le héros. Et les Russes, vraiment, ils font ça très, très intelligemment. C'est-à-dire, ils parlent avec Ayman Jaber et à un moment, Ayman Jaber est à côté. Il parle avec, il avance un Namr Suhail, etc. Mais finalement, le pouvoir central de M. Bachar, il est ébranlé, à mon avis. C'est très simple. Qu'est-ce qu'il a pensé Bachar lorsqu'il a vu les 4 ans? Non, c'est pas seulement difficile de se mettre dans sa tête, mais c'est catastrophique même d'être dans sa tête. Je pense que la question de la dignité n'est plus posée, ni même la question de la souveraineté de son État et de son règne. C'est juste qu'il veut rester au pouvoir, même si c'est un pouvoir sans prérogative au niveau, disons, de la politique étrangère, au niveau des grands enjeux. Il reste quand même un pouvoir au niveau d'une machine de répression qui est plus ou moins intacte. La machine de répression, je veux dire tout le système carcéral, parce que l'armée, elle est dans un état lamentable. Puis, dans la question de la gestion économique, et cette question de défiance, que finalement je suis resté, même si je peux être humilié, pas seulement par le bodyguard ou par le garde de corps de Poutine, qui n'a pas laissé accompagner le président russe durant sa visite en Russie même, et on l'a vu sur YouTube, mais même une fois avant, il a été convoqué à une réunion chez les Russes du côté de Khmeimim, et il ne savait même pas qui l'a convoqué. Et si vous vous rappelez de la télé russe qui a ouvert la porte, et on voit Bachar arriver, et il dit à l'officier russe qui était celui qui allait le recevoir, « Je suis tellement honoré et surpris de vous voir là ». Il pensait que c'était quelqu'un encore moins important dans la hiérarchie militaire. Sa relation même avec les Iraniens, je ne pense pas du tout qu'elle ait une relation d'égal à égal. Donc il n'est plus dans cette logique qui, malgré tous les maux et malgré tous les crimes du père, existait. Le père était dans une logique où il essayait tout le temps de jouer une contradiction face à l'autre ou contre l'autre pour rester un peu maître de son destin. Bachar n'est plus du tout là, il est prêt à se soumettre, à tout accepter, y compris parfois des compromis avec des milices. On parle de Sohail Hassan, que Sobhi vient d'évoquer, qualifié de tigre, et ses forces sont les forces du tigre, qui étaient au début financées par les Iraniens, maintenant ce sont les Russes qui sont l'acteur qui les protège. Il y a même des affiches pour ce monsieur-là, le montrant avec des bodyguards russes. Et il est sur la montagne Oukassioun en train de regarder Damas. Ce qui est aussi un message politique à Bachar, que ce monsieur-là, vous ne le touchez pas. Parce que pour ceux qui suivent un peu l'actualité syrienne, beaucoup de généraux syriens de l'armée de Bachar ont été récemment tués. Il y a Aissam Zahreddin qui a mené les batailles à Deir ez-Zour. Il a été tué. On dit que c'est Daesh qui l'a tué, mais on sait très bien que ces gardes du corps ont tué le remplaçant Alaouite qui est venu prendre sa place. Lui, il est druze. Il y a tous les officiers, les généraux du régime syrien qui étaient impliqués dans l'assassinat de Hariri au Liban, Jamer et Rustom Ghazali, qui ont été tués également récemment en Syrie. Le directeur de la prison de Saïdnaya, après le rapport de Amnesty et de Human Rights Watch, a été tué, et ils ont dit que ce sont les groupes terroristes qui l'ont tué. Un des bourreaux de la ville d'Alep, qui est originaire du littoral, a été récemment tué aussi. Et on lit beaucoup d'autres assassinats, y compris de ce fameux scientifique. Non, le scientifique syrien de l'armée qui a désigné les barils explosifs a été tué récemment également, et on parle d'une perte scientifique du pays. Donc il y a aussi des éliminations de certaines personnes, comme le font plusieurs régimes. Et à mon avis, il y a aussi un peu le scénario tchétchène qui est là. Kadyrov a remplacé son père. Bachar, et son père a été tué d'ailleurs dans des circonstances assez bizarres. Bachar aujourd'hui est sous la protection des Russes. Il y a des Tchétchènes en Syrie du côté russe. Il y a des mafias tchétchènes également qui commencent à apparaître, notamment à Alep. Et il y a des mercenaires tchétchènes ou qui ont fait la guerre en Tchétchénie qui sont présents. Donc les Russes essayent de plus en plus de contrôler pas mal d'éléments et de facteurs
dans le système syrien, et Bachar est à leur merci, et sa tête, c'est juste une tête de quelqu'un qui veut rester à tout prix, peu importe le reste. Pardon, tu veux essayer? Sur Bachar voyant un peu la réunion d'Istanbul, comme une vache en train de voir passer les trains. Donc, voilà. Une marionnette, parce que La marionnette, oui. Nous allons donc maintenant vous passer la parole. Est-ce qu'il y a... Alors, il y a quelqu'un tout là-bas derrière, quelqu'un devant. Ouais, prenez-le. D'accord. Il y a le monsieur tout derrière, et puis il y a le monsieur. Il y a Elias, et puis voilà. Allez-y. On va peut-être en prendre plusieurs. On va faire un premier round de questions. Merci beaucoup. Bien sûr, moi, j'ai pas lu le livre, c'est l'occasion de le voir, mais grâce à Farouk, j'ai vu le sommaire, le table de matière, c'est très bien. En fait, surtout le titre, ça me tire beaucoup, en fait, dans la tête de Bachar al-Assad. Ma question, c'est trop naïf, en fait. C'est pour en France, on parle pour le français. Comment on peut expliquer aux gens de l'Occident, par exemple, ou entrer dans les têtes d'Occident, qu'est-ce qui se passe en Syrie exactement? Parce que c'est facile en fait. Après tout, par exemple, les Syriens, ils ont utilisé tout, par exemple, torse nu, les intellectuels, pour expliquer leurs problèmes. Et ça n'arrive pas dans les têtes des autres. Ça c'est bizarre en fait, c'est toujours... même quand on parle avec des intellectuels français ici, ils disent oui, mais vous savez, c'est le terrorisme, je sais pas quoi, les islamistes, soit Bachar, soit Loukaou, je sais pas quoi, et tout ça. Bon, vous connaissez très bien. Et vraiment, et n'importe quelle image, par exemple, une image très récente pour Sabah Hadidi, par exemple, c'est la photo d'Erzor, par exemple, d'hier. Ça, c'est une seule photo, c'est pour expliquer, ça veut dire quoi le régime de Damas? À part ça, par exemple, hier, par exemple, d'Erzor, qu'est-ce qu'ils font au lieu de... Ils parlent de reconstruction, pardon, ça viendra. Hein? Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont restauré le statut de Bachar al-Assad. Et ça ne suffit pas pour le monde entier, que c'est un régime, c'est faillite. On a bien compris, on va vous répondre. Merci beaucoup. Il y a Elias et monsieur. Et le micro arrive. Alors, il y avait l'ordre là. Mais on va revenir vers vous, vous inquiétez pas. Oui, il arrive le micro, il est là. Prends-le et après on donnera à monsieur. Merci. Je n'ai pas... Il est temps. Ouais, c'est bon. Je n'ai pas lu le livre, mais ce que j'ai entendu est absolument passionnant et très triste. Mais bon, nous sommes tous en ce moment dans la grande tristesse. Il y a un élément que Subhi a développé qui me semble capital. Nous avons été pendant très très longtemps, dans toutes nos analyses sur la Syrie, prisonniers d'une approche un peu anthropologique, clanique. Quand on voulait essayer de comprendre la situation, on nous disait, tu sais, un tel c'est le cousin, l'autre c'est le neveu, l'autre c'est la mère, la nièce. Et ça restreignait le champ de l'analyse à une sorte d'omniprésence de la tribu au sens large. Et donc, il y avait quelque chose qui, moi, me rappelait comme un écho aux guerres communautaires, et je dis éclipserai au pluriel, aux guerres communautaires qui se déroulaient en même temps au Liban. C'est-à-dire, il y avait ce schéma, les sunnites, les chiites, les palestiniens, bon, qui étaient considérés comme une religion et comme un clan, les orthodoxes, les chiites en Syrie, et on nous expliquait tout par des espèces de rapports de parenté. Et il est certain que les rapports de parenté, comme vous l'avez monté, étaient là. Bien sûr, c'est un élément fondamental. Mais ce qui est passionnant dans ce que Subhi a dit, c'est comment, à un moment donné, à partir de cette structure, ce pouvoir a réussi à, non pas changer de nature, mais à développer une autre forme qui a fait qu'il a pu couvrir toute une société, abstraction faite de ces communautés telles ou telles.
La deuxième chose qui me semble passionnante, c'est que, très contradictoirement, quand vous fractionnez à l'infini les centres de répression de pouvoir, vous abolissez leur pouvoir. Aucun n'a le moyen d'être dans une espèce de pôle qui dirige, et c'est une façon de consolider un pouvoir personnel et isolé, alors que l'image est celle d'un pouvoir qui a ratissé toute la société. L'image que tu as donnée d'une sorte de toile d'araignée est vraie, mais c'est la meilleure formule pour ne pas leur donner du pouvoir. Aucun n'a suffisamment de pouvoir pour. Et je pense que maintenant les Russes sont en train de continuer dans cette même lignée. Ce que vous avez décrit sur le développement des Russes est absolument celui-là. Nous allons continuer à avoir un paysage très fractionné, mais dans lequel le pouvoir n'est pas là où nous pensons qu'il est. Il est ailleurs et il commence de plus en plus à apparaître. La troisième chose, et j'en aurais fini pour ne pas monopoliser la parole, nous avons tous été stupéfaits par la violence. Donc je ne vais pas m'arrêter sur le nombre de morts, les images d'enfants, de cadavres, le raffinement dans la violence. Mais il y a quand même une chose, et je pense que vous l'abordez, c'est une violence nouvelle que nous n'avons jamais connue. Ce n'est pas simplement une question de nombre de victimes, ce n'est pas simplement une question de l'ampleur de la sauvagerie de ces pouvoirs. Nous avons connu la répression dans la région, mais jamais ce type de violence. Or, il y a quelque chose dans cette violence qui est glaçant, qui part un peu du principe de la table rase, non pas de la répression. La table rase, c'est-à-dire le vide absolu. Et cela mérite également d'être abordé parce que ça expliquerait beaucoup de choses et ça permettrait peut-être de comprendre encore mieux cette machine dont tu as parlé, Ziad, qui fait, il y a quelques accidents, il y a quelques dérapages, mais c'est sous contrôle. C'est sous contrôle. Il y a un concept. Et là, nous sommes face à une violence que nous n'avons jamais connue en tant qu'Arabes, pas seulement en tant que Syriens. Et c'est une chose qui est extrêmement inquiétante, parce qu'elle risque très fortement de continuer à s'exercer selon la même nature. Voilà, merci. En tout cas, on va lire avec passion. Oui, oui, il faut le lire. On donne le micro à monsieur et après, je vais te donner la parole. Je voudrais apporter une information sur l'arme chimique, expliquer son rôle tactique dans une guerre urbaine. Les rats, les combattants, sont enterrés sous sol. Donc le bombardement est complètement inefficace. Envoyer des soldats pour les déloger, c'est aussi très coûteux. D'accord? Donc la seule façon, c'est utiliser l'arme chimique, parce que le gaz chimique est plus lourd que l'air. Et comme ça, il pénètre dans les sous-sols et oblige le combattant à sortir. Autrement dit, c'est une arme indispensable. Autre chose, je remarque maintenant qu'il y a une cassure sectaire entre les communautés en Syrie. Je suis très pessimiste. Je n'ai jamais pensé que c'est d'arriver à ce stade-là. Que pensez-vous? Est-ce qu'il y a l'espoir? Et j'ajoute aussi que Poutine est un loup et il ne trouvera pas en Syrie meilleur serviteur que Bachar. Donc il ne va pas le lâcher. Et la preuve, il demande d'avoir 50, c'est-à-dire le tiers de l'Assemblée constitutionnelle désignée par Bachar. Donc en fait, il n'y a pas de solution. On va faire un premier... Non, on prend encore des questions? Oui. Attends, il y a madame derrière parce qu'elle avait demandé. Oui, on va... Et les femmes, on va les faire passer. Bravo Annie. Ça avec moi. Je voulais faire part de mon inquiétude sur le fait qu'actuellement, on n'entend pratiquement rien sur la Syrie dans les médias. Notamment, par exemple, une revue, un journal qui est très très écouté, très lu, très observé, Mediapart. Il n'y a rien sur la Syrie, rien sur Idlib. Et vous autres, vous connaissez Edoui Plenel. Et ce livre, il est incroyablement important. Je veux dire, est-ce que je peux faire un appel pour que quelqu'un interpelle justement ce média pour qu'il y ait quelque chose maintenant sur la Syrie, parce que ça fait vraiment trop longtemps qu'on n'a rien du tout, et c'est très grave.
On dirait que je tout vous le monde... promets que je transmets l'information. Dès ce soir. Non mais promis. Parce que moi j'ai déjà écrit, ils m'ont dit on est submergé. Mais bon, surtout que, oui, par exemple, justement, à l'occasion terrible du massacre, de la tuerie, de l'assassinat de Khashoggi, tant mieux. Enfin, tant mieux que l'on puisse utiliser tant mieux. Je veux dire, c'est l'occasion que l'on puisse utiliser cet assassinat pour justement montrer qu'est-ce qui se passe aussi en Syrie. Voilà. Il y avait un monsieur. Oui. Ah, allez-y alors. Vous êtes dans la tête de Bachar el-Assad et on voit les dernières déclarations israéliennes par rapport aux paix. Ce que les Israéliens disent, il faut commencer par les pays arabes. Est-ce que l'Assad signera un accord de paix avec Benjamin Netanyahu? Il y a monsieur, on va prendre monsieur, oui. Oui. Je voudrais poser une question sur les dernières paroles de M. Majed, M. Farouk et Sophie sur si, par exemple, maintenant c'est quelqu'un sans pouvoir presque faible, la personne, et je voudrais savoir si demain, cette personne, comme le président libanais après la guerre civile, entre parenthèses, ils vont le tuer. Est-ce que le régime syrien va tomber? Et je voudrais savoir. Et si oui, je ferme la question. Sinon, je voudrais continuer. Pour les Syriens, est-ce que vous pensez comme des intellectuels ou arabo-intellectuels, vous avez un peu personnalisé la guerre contre le régime arabe et le régime syrien? Parce qu'on voit par exemple l'exemple égyptien. Oui, par exemple, s'il va rester Bachar el-Assad, on est où par rapport à l'expérience soudanaise? Par exemple, Omar el-Bashir est toujours dans le pouvoir et toujours c'est un problème personnel à la fin. Et le régime toujours sur place, la violence, tout ça, tout ça. C'est hors le bouquin, mais j'aimerais bien savoir votre opinion avec toutes les questions des réseaux, de système, tout ça, l'analyse du système, si c'est possible. Merci. On va prendre une dernière. Omar, ici. Voilà. Oui. Oui. Ah oui. Mofa. Merci. Est-ce que ça marche? Oui. Comme ça. Où est l'intérêt en fait pour l'Iran ou bien la Russie de voir la violence cesser en Syrie? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Et qui est le pouvoir réel qui reste pour Bachar al-Assad sur le plan international aujourd'hui? Et s'agissant de la rivalité entre les Iraniens et Poutine, vous ne croyez pas, d'accord, les deux stratégies sont complètement contradictoires en Syrie, à mon avis, et vous ne croyez pas que la stratégie de Poutine passe largement, en fait, la Syrie, vu tous les contrats, les milliards de dollars de contrats qu'il a signés à droite et à gauche, que ce soit au Liban, en Israël, en Égypte, au Qatar, et tout ça, et ce sont tous des sociétés en fait très proches de Poutine et qui sont possédées par les amis intimes de Poutine. Voilà. Pour ça, je pense qu'il y a pas mal de choses. Et puis, qui Encore. Encore. Il est là. D'accord. Vous vous souvenez de... Ouais. Non, il n'y a pas de question. Bah là, si, il y a des questions. Et le plus jeune, Merci beaucoup. Je n'ai pas lu le livre. Fais comme ça. Je n'ai pas lu le livre, mais je voudrais parler un seul point. Je ne sais pas si dans le livre on peut expliquer ça ou non. Pour le facteur iranien, parce que vous parlez dans la tête de Bachar al-Assad, et après la réunion depuis 2 jours, qu'est-ce qu'on peut réfléchir Bachar al-Assad? Vous avez répondu ce que Bachar al-Assad maintenant ne décide pas. Et ce que le premier qui décide, c'est le Russe. Mais pour l'Iran, je pense, c'est le pouvoir de Bachar al-Assad maintenant divisé dans 2. C'est le Russe le premier et le deuxième Iran.
la force d'Iran n'est pas seulement ce Hezbollah et les milices. Il y a autre chose, parce que l'Iran a travaillé 30 années dans la société, dans l'établi de services. Il y a beaucoup d'officiers, il y a beaucoup. L'Iran, on peut faire détruire. Il n'est pas comme le Russe, mais on doit, je pense, voir bien le facteur iranien au terrain, à l'intérieur. Merci, il y a beaucoup de choses intéressantes. Malheureusement, je ne peux pas expliquer en français ce que je voudrais dire. Merci. Bon. Peut-être un petit peu d'optimisme. Bon, moi j'ai retenu quand même une chose en écoutant la conférence de presse hier après à l'issue de la réunion. C'est quand même la phrase de Poutine qui, moi je l'avais jamais entendu dire aussi clairement, de faire référence à la résolution 2254 qu'il a dit hier. Il a parlé de la résolution 2254. Tout le monde disait que le processus de l'ONU est enterré. Le fait que lui, Poutine, remette quand même sur la table la résolution 2254, c'est peut-être parce que bon, c'est quand même la résolution du Conseil de sécurité adoptée à l'unanimité qui prévoit une transition politique, qui définit, etc., un certain nombre de choses, qu'ils le disent. Quand on sait que Poutine ne dit pas n'importe quoi, ça serait Trump, je serais un peu plus, je serais pas, mais que Poutine le dit, je me dis, ils se sont dit des choses quand même. Bon, ça c'est le côté positif. Le côté négatif, ce que je voudrais dire, moi ce qui m'inquiète un peu, c'est que depuis maintenant un certain temps, dans nos médias, nous, à part quelques-uns, quand vous êtes sur les plateaux, on ne parle plus beaucoup des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité de Bachar. Et ils n'en ont pas parlé d'ailleurs à la conférence de presse. Personne n'a cité le mot de crime de guerre, crime contre l'humanité dans les 4 intervenants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte de négationnisme rampant, et c'est ça qui me fait peur, qui arrive tout doucement, en disant, alors on va traiter le problème, mais on ne va pas parler des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et je crois quand même que le peuple syrien, il a le droit à la justice et à la vérité. Alors on va faire une première quand même. Il y a quelques questions. Est-ce que ça... Oui, ça marche. Qui veut commencer à répondre? Oui, merci. D'abord, je voudrais dire, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et des questions abordées. N'oubliez pas que c'est un livre de 200 pages et qu'il ne pouvait pas traiter de toutes les questions. Bon, il essayait de répondre à la question qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Bachar al-Assad, mais pas de raconter l'histoire de la Syrie et de l'histoire des relations internationales au Proche-Orient, l'histoire des luttes régionales, etc. C'est un peu trop pour 200 pages. Mais je crois que dans ces 200 pages, il y a des réponses aux questions essentielles qui concernent le système de domination de la famille Assad et de son clan en Syrie depuis 1970. De manière, parfois, bien sûr, il y a des choses qui ont été faites assez rapidement. Par exemple, comment ce régime a été constitué à partir de l'année 70, sur les relations économiques, ces années à partir de 2005 jusqu'à 2010, avec le développement de ce capitalisme sauvage en Syrie, qui méritait d'être développé. Mais pas dans ce cadre de ce livre. Ce qui nous a importé, c'est de montrer comment la morgue, si vous voulez, de la nouvelle classe dominante par rapport à la population pauvre en Syrie. Comment elle s'est comportée vis-à-vis de la masse des déshérités qui ont été justement appauvris par ce système, plus qu'ils n'étaient pauvres auparavant. Maintenant, il y a un aspect, à mon avis, aussi extrêmement important,
c'est comment Hafez al-Assad a réussi à gérer la crise de 1979-1982, quand toute la société syrienne, en fait, s'est soulevée. Il y a eu un véritable soulèvement. On n'en parle pas beaucoup. On parle surtout de la guérilla des frères musulmans. C'était déjà une tactique du régime de gommer tout le reste. Tout le reste était un mouvement civil extrêmement large auquel ont participé des intellectuels, des syndicats, avant leur domestication totale. Parce que c'est justement après cela que tous ces syndicats ont été frappés, leurs dirigeants ont été jetés en prison, et qu'on a imposé de nouvelles directions, de nouvelles structures à tous ces syndicats socio-professionnels. Et cette manière de faire de Hafez al-Assad a été, c'est une leçon qui a été comprise par son fils et par les gens qui l'ont entouré plus tard. À chaque crise qui a eu lieu, il y a eu le même genre de comportement de la part du régime. On frappe, et puis il y a tout l'aspect de couverture médiatique et d'inculcation idéologique et de l'usage de toutes les notabilités locales en Syrie pour laisser passer la chose. Cela a été particulièrement visible après 2005, après l'assassinat de Hariri, quand le gouvernement, le pouvoir a mobilisé tous les dignitaires religieux, sunnites, chrétiens, alaouites, druzes, etc., pour montrer qu'il y a un grand complot. Bon, le thème du complot, un grand complot contre la souveraineté nationale syrienne, contre l'indépendance de la Syrie, etc., fomenté par l'impérialisme et le sionisme, et on a vu les patriarches chrétiens se disputer avec les cheikhs musulmans sur qui va aller encore plus loin dans la surenchère et dans l'attaque de l'Occident. Et là, il y a des citations, je crois, on a mis une ou deux citations qui sont assez plaisantes. Autre chose sur laquelle, bon, on a dit un mot, mais qui serait intéressante à relever dans le livre, c'est les déclarations de Bachar lui-même. Vous savez que sur le site de la présidence de la République, tous les discours de Hafez al-Assad et de Bachar existent, y compris leurs entretiens avec la presse étrangère, et il y en a qui ont fait des anthologies d'ailleurs en arabe et en anglais que vous pouvez lire. Mais ce qui est extraordinaire quand on lit, et je me suis tapé pas mal de ces déclarations, c'est le comique qui se dégage de déclarations de Bachar. Mais c'est quelque chose d'inouï. Dans sa déclaration, bon, il y a un discours écrit qu'il lit, mais de temps en temps, il philosophe, il sort du discours et il s'adresse à l'Assemblée, etc. Et là, il développe. Bon, exemple, on me parle beaucoup de transparence. Moi, je suis pour la transparence, mais définissons ce qu'est la transparence au début. Bon, est-ce que je suis transparent avec ma famille? Est-ce que vous avez jamais posé cette question? Bon, alors que la question qui lui est posée est sur la transparence après la libéralisation de l'économie. C'est-à-dire, on libéralise l'économie, on a besoin d'un peu de transparence pour que ça ne devienne pas des relations mafieuses uniquement. Bon, alors il tourne autour du mot transparence, etc. Sur le mot démocratie, oui, mais attendez, mais qu'est-ce que la démocratie? Que voulez-vous? Qui vous a dit que la démocratie occidentale est valable pour nous? Nous avons notre propre démocratie. Alors, bon, la société civile, qu'est-ce que la société civile? Est-ce que cela veut dire que c'est une société civilisée? Bon, alors si c'est une société civilisée, il faut dire que la Syrie est civilisée depuis 5000 ans. Bon, c'est même là qu'est née la civilisation. Bon, et ainsi de suite. C'est un trait de son caractère de vouloir toujours philosopher et noyer le poisson qui est assez extraordinaire. Voilà. Même pas Lakhdouba, vraiment. Ouais,
Bon, je vais répondre à mon ami Rabir parce que je ne vois pas, il n'y a pas de question précise vraiment. À mon avis, Netanyahou simplement s'en fiche de Bachar. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas une priorité pour lui de signer un accord de paix avec un régime en telle condition. Même avant le soulèvement, même. Parce que vous vous souvenez, les négociations entre, qui est le Turc, paradoxalement, hein, qui est Erdogan, il a organisé, ça aboutit à rien. Maintenant, à mon avis, Netanyahou préfère c'est-à-dire un café avec Sultan Qaboos que de discuter de paix ou négociation avec Bachar ou bien un régime. Donc, les Israéliens disent nous ne touchons pas à Al-Assad. Oui, non, mais récemment, il a dit, Netanyahou, il a répété. D'abord, vous vous souvenez bien de Rami Makhlouf qui a déclaré que la sécurité d'Israël, c'est la sécurité du régime. C'est pareil, indissociable. Mais maintenant, récemment, il a dit, Netanyahou, on n'a jamais eu un problème avec Assad père ni avec Assad fils. Donc, pourquoi faire un accord de paix? Donc, ça vraiment, c'est pas prioritaire du tout. Hein, du tout. Il l'a dit. Il a dit où? Pardon? Où est-ce qu'il l'a dit, Netanyahou? Il n'a pas dit. Je pense pas. Je pense pas. C'est pas nécessaire d'ailleurs. Hein. Parce que le Golan, si vous étiez le Golan c'est comme la Suisse. Hein. C'est pacifique, c'est calme, c'est beau. Tout va bien. Et les brigades d'origine, maintenant, les brigades qui a combattu à Daraa, qui a combattu à Damas, qui a combattu à Alep, qui est à l'intérieur de la Syrie, quoi. Le 12 juillet 2018, à Moscou, Netanyahou a déclaré « Nous n'avons pas de problème avec le régime d'Assad. Pas un coup de feu n'ayant été tiré en 40 ans sur le plateau du Golan. » Bon, c'était très clair dans une conférence de presse de ce journal. Alors, par rapport au pessimisme et à l'optimisme, je préfère ne pas me prononcer et je garde, puisque c'est prêt à évoquer Gramsci, je garde sa formule sur le pessimisme de l'intellect et de l'optimisme de la volonté, disons. Mais c'est vrai que les clivages aujourd'hui et la violence ont ravagé le pays. Ça va prendre beaucoup de temps pour trouver des solutions et pour aboutir à une forme de réconciliation. Et même cela, c'est pas garanti tant qu'il n'y a pas un minimum de justice et tant que le droit international ne protège pas les Syriens. Parce que pour le moment, dans toutes les déclarations, les Syriens sont exclus du droit international et il n'y a pas mieux pour le nihilisme et pour le djihadisme et pour tous les ismes que vous voulez que de dire qu'on peut commettre des crimes et échapper. Et je suis tout à fait d'accord avec Ilyas Sambar, on a rarement vu une violence pareille, peut-être on n'a jamais vu une violence pareille dans la région, ni au niveau du conflit israélo-palestinien, bien que c'est évidemment une autre nature et il y a d'autres caractéristiques. Je ne sais pas si peut-être Saddam Hussein a eu plus de temps, mais personne jusqu'à maintenant, ou Kadhafi, qui sont des régimes qui se ressemblent dans un sens, mais jamais on a vu autant de violence et autant de volonté systématique de détruire et de diaboliser l'ennemi interne avant tout. Les déclarations de Bachar al-Assad sur son site, encore une fois, évoquent deux choses dans les années 2017-2018. Il parle d'un côté que la Syrie a gagné une société plus homogène, et ça c'est une déclaration claire dans ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire 6 millions de Syriens à l'extérieur, la majorité étant encore une fois sunnites ruraux pauvres, ce qui reste à l'intérieur est plus homogène selon lui. Et c'est en soi une réponse à tous ceux qui disent que les réfugiés vont rentrer si on finance quelques projets de reconstruction. C'est loin de là. Une autre déclaration qu'il avait faite quand il a dit que la Syrie aujourd'hui, au niveau de son tissu social, se porte mieux. C'est la même chose par rapport à tous les changements démographiques, à tous les changements sociaux qui ont eu lieu dans le pays. Donc ça montre aussi, dans un sens, la philosophie de la violence et ses objectifs, y compris dans la restructuration de la société syrienne. Pour la question de la paix avec Israël, moi je pense que ce
ni une priorité du côté israélien, ni du côté syrien aujourd'hui. Il n'y a rien qui impose des négociations dans ce sens. Les Israéliens sont satisfaits du fait que le Golan reste calme. Et il a été calme depuis 1974. Il n'y a pas eu d'opération militaire et probablement il n'y a aucun intérêt. Maintenant, il y a la question iranienne qui peut changer un peu l'équation, mais on n'est même pas sûr que cela va être à l'ordre du jour. Pour l'Occident et l'opinion publique occidentale, et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit continuer notre mobilisation comme on l'a toujours fait. Je pense qu'on peut apprendre là des leçons, du moins de la lutte palestinienne. Ça a pris beaucoup de temps avant de comprendre la justice et la justesse de ce que disaient, et de ce que racontaient, et de ce que voulaient toujours les Palestiniens exprimer. Il y a des choses qui ont été faites et ce n'est pas vrai non plus que personne ne comprend notre question. Il y a des gens, il y a des catégories sociales, il y a même des hommes et des femmes politiques qui savent ce qui se passe, mais qui sont soit victimes d'un certain rapport de force, soit incapables aussi d'agir. Il faut maintenir la pression et continuer, je pense, à travailler comme on le fait toutes et tous dans cette salle. Je souhaite juste faire une parenthèse de quelque chose qui je pense, est extrêmement... qui révèle beaucoup de choses dans certains milieux d'intellectuels, en France par exemple. Les dernières déclarations d'Emmanuel Todd, désolé mon cher ami Youssef, sur la question de qui sont nos amis en Syrie et qui doivent être nos amis en Syrie. C'est hallucinant ce qu'il raconte, à la fois le simplisme, et je pensais qu'il était beaucoup plus sophistiqué que cela, et les conséquences de ce qu'il dit. Il dit que les Iraniens, et le chiisme en général, est plus progressiste que le sunnisme, et que les femmes chiites et les femmes alaouites en Syrie sont plus libérées que les femmes sunnites, qu'elles font moins d'enfants. Donc, par rapport aux valeurs, elles doivent être, leur communauté et leur camp politique doivent être nos alliés. Là, on voit le mélange du culturalisme, à la limite du racisme d'ailleurs, et de l'application de certains facteurs démographiques qui peuvent être analysés. C'est évidemment légitime et passionnant de les analyser pour faire des projections politiques qui peuvent être les mêmes d'ailleurs. Les Blancs en Afrique du Sud, proches de l'apartheid, étaient plus... dans ce sens-là, elles faisaient moins d'enfants, elles avaient plus de droits à leurs femmes peut-être, donc on devait être avec l'apartheid contre la majorité noire. C'est la même chose par rapport aux Israéliens. Pardon ? Les femmes qui conduisent en Arabie. Exactement. Donc Mohammed Ben Salman qui permet aux femmes de conduire en Arabie, c'est notre allié. Enfin, ce genre de raccourci est terrible et résume dans un sens comment des gens, des intellectuels, peuvent aussi tomber dans des pièges. Donc la rhétorique du régime on vient de l'évoquer, à la fois par des questions sociales et culturelles, et on voit sur les sites d'ailleurs des pro-régimes comment ils se moquent des femmes de la Routa, de ces femmes de ménage qui méritent l'arme chimique si elles veulent arracher leur dignité, qui se moquent d'Alep Est et des hérités syriens qui viennent de Der Zour ou de Raqqa. Donc ce genre de rhétorique, on la voit. Exactement, et c'est dans la tête d'Assad et de ses alliés. Et il y a des relais directement ou indirectement à cette propagande, ici et ailleurs, y compris dans certains pays arabes, pour ne pas seulement parler des Occidentaux. C'est un grand problème au Liban, dans les pays du Maghreb, en Palestine, malheureusement. Il y a un problème sérieux qui est celui d'une propagande assadienne du temps du père, qui est celui de la place que Damas occupe, et elle occupe une place centrale dans l'histoire arabe et dans l'histoire de la lutte arabe, sauf que ce régime-là, avec toute sa démagogie, avec tous les crimes qu'il a commis, malheureusement, séduit encore pour différentes raisons. Il y a aussi la fascination de l'homme fort. Farouk a parlé au début que Assad montre qu'il est moderne d'un côté, mais en même temps qu'il est militant, combattant. On le voit d'ailleurs dans ses portraits. Tantôt il est en cravate, souriant. Paris Match le montre à Paris, toute élégance simple. Certains disent, et ça aussi ça révèle une certaine mentalité ici, mais comment quelqu'un qui a vécu à Londres peut commettre des crimes pareils? C'est-à-dire, si on vivait en Syrie, c'est normal qu'on commette des crimes pareils. Mais le fait qu'il a passé quelques mois à Londres, il doit devenir raffiné et conflict resolution, et il va éviter les
ça, on doit combattre ce genre d'argument. D'ailleurs, Assad est beaucoup plus dans sa violence nazie ou fasciste qu'autre chose. Hein. Il n'a rien à voir avec une tradition de violence qui existe dans l'histoire arabo-musulmane, mais il est beaucoup plus calqué sur les modèles nazis et fascistes européens. Donc, on doit continuer, c'est un long combat, mais la clé de ce combat va être toujours l'impunité, parce que tant qu'il y a une impunité qui règne dans cette région du monde, il n'y aura jamais ni de paix, ni de stabilité pour ceux qui veulent la stabilité, et qui l'ont essayé sous toutes sortes de régimes, et qui finalement mènent à ce qu'on vit aujourd'hui. Aussi ses yeux bleus. Ah, absolument, ses yeux bleus ouverts. Alors, il me reste à vous remercier tous les trois d'être venus pour présenter ce livre, et donc je recommande chaleureusement la lecture. Il y a des annonces, il y a deux annonces, je pense. Non. Je voulais juste vous annoncer la parution. D'un livre qui ne traite pas de la Syrie, quoique il en parle un peu, mais qui traite de toute la région, qui sont les mémoires.